Calez-vous, merci. Bon, les professeurs d'économie ne sont pas toujours des gens passionnants et j'espère que, après les interventions, je dois dire, j'ai toujours un peu peur d'interventions d'un panel administratif, un peu ennuyeuse, et pas du tout. Ah, je dois dire que là, je vous félicite et pour moi, c'est challenge de répondre à cela. Non, je ne vous note pas. Je dis, on voit que vous vous êtes mis au travail. Non? L'équipe s'est mise au travail. Elle a identifié manifestement pas seulement les opportunités, mais aussi les défis. Et puis, monsieur le préfet Colombet vous a donné des chiffres. Hein, j'ai fait l'addition. Bon, je n'ai pas trouvé encore le milliard 6. Mais, c'est l'enjeu de mon intervention. C'est-à-dire que c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est un séisme qui se produit. C'est un séisme qui se produit. Je vous le dis parce que je passe mon temps en Chine, en Inde, en Afrique, et j'ai vécu des séismes. Ma première visite en Chine, je ne vais pas lire mon papier, hein, mais ma première visite en Chine, 1981, c'était beaucoup plus pauvre que ce que j'ai vu hier sur les plateaux de Mayotte. La Chine, dans son ensemble, c'est il y a 30, 40 ans. Et j'ai vu année après année, au point que j'ai une fille qui est installée là-bas maintenant, une transformation comme personne ne pouvait l'imaginer. Il y avait un ministre français qui avait écrit « Quand la Chine s'éveillera ». Et tout le monde disait « Quand la Chine s'éveillera ». Et bien pendant que les Français glosaient sur la possible ou non réveil de la Chine s'est réveillée. Elle a retroussé les manches, elle a trouvé sa stratégie, son modèle, car aucun bouleversement de cette nature ne peut être rencontré avec succès sans qu'on ne trouve son propre modèle. Et ça me permet de glisser à l'Inde. Alors, vous voyez, ça, c'est la carte du monde de Boileau. Et donc, en général, on a un problème parce qu'on tourne la tête. On est tellement habitué à voir nord-sud, n'est-ce pas, que les gens me disent toujours, mais vous êtes trompé, il faut la remettre à l'endroit. Non, la géographie, ça n'est pas une donnée physique, statique. Le Mayotte du XVIIe siècle, le Mayotte du XIXe et le Mayotte d'aujourd'hui ne sont pas du tout, évidemment, dans la même configuration géographique. L'île est peut-être la même, mais tout le reste a changé. Et cette carte vous montre quoi? Que y a la Chine, mais puis il y a l'Inde. À peu près au même moment, c'est intéressant, 81, 83, Madame Indira Gandhi revient au pouvoir. Je vais faire une mission en 82. 2 mois, c'est pas beaucoup, parce que c'est immense. Hein, il faut faire attention. La dimension, j'ai calculé comme ça, sur un coin de table ce matin, combien de Mayotte tiennent dans l'Inde, à votre avis? Ben oui. Vous avez 200 000, puis vous dites 2 milliards d'habitants, c'est un facteur 1 million. Oh. Non, pas 1 million. L'ingénieur. C'est un facteur combien? 200 000 habitants, et puis pas loin de 2 milliards à la fin du siècle. 10 000. Facteur 10 000. L'Inde s'est réveillée. Et là encore, personne n'y croyait. Personne. L'image de l'Inde était le pays des gourous, des sadhus, des éléphants. Et l'Inde s'est réveillée. Et elle s'est réveillée comme la Chine. Non pas parce que un jour il a fait beau, que Mme Indira Gandhi a dit on va libéraliser l'économie indienne. Mais l'Inde s'est réveillée parce que de nécessité l'homme fait vertu. C'est sous l'aiguillon des difficultés qu'on est obligé d'aller chercher des réponses. Et donc ma question pour Mayotte était de savoir c'est quoi les défis, parce que c'est ces défis qui vont définir les réponses.
On peut avoir des idées d'en haut, mais évidemment, il faut réfléchir différemment. C'est quoi les problèmes que je dois régler urgemment, là? Donc l'Inde s'est réveillée. Alors les gens n'ont pas souvent la vision précise de l'Inde. Alors un peu plus dans l'océan Indien, parce que ça s'appelle l'océan Indien quand même. Et vous voyez, donc on est là, l'océan Indien. C'est ça, non? Et il y a même Mayotte. Et c'est une carte que j'ai dessinée bien avant de venir à Mayotte. L'Inde, c'est le 3e produit intérieur brut mondial aujourd'hui. En gros, c'est la 3e puissance économique mondiale. Personne n'a ça en tête. Un peu plus ici, parce qu'il y a un peu plus d'Indiens, peut-être. Eux, ils le savent. Eux, ils le savent parce que la presse indienne le répète à l'infini. Devant le Japon, juste derrière les États-Unis, et la Chine est évidemment la première masse économique, pas la première puissance. J'ai expliqué hier que la puissance économique ne se définit pas par la masse. Et c'est important pour Mayotte, parce que sinon on aurait tendance à dire oh, 200 000 habitants, 400 000 bientôt, c'est tout petit, ça ne va attirer personne. Non, la masse c'est un élément, et il y a d'autres éléments qui comptent. La puissance se mesure à la puissance financière, à la puissance technologique, et enfin à sa capacité d'attraction. La première économie mondiale pour moi, c'est des toutes petites économies. C'est la Suisse, la Norvège, la Finlande. Si vous prenez leur rang dans l'indice de développement humain, ils sont en tête largement. Donc, je ne dirais pas que small is beautiful, mais ça aide quand on est petit parce qu'on est agile. On est agile. Le problème de l'Inde, c'est que sa croissance est assez rapide, mais qu'elle n'est pas très agile. C'est un continent difficile. Il y a 27 États, ou 29 plus exactement, mais surtout une complexité linguistique, de religion, etc., que la Chine a moins comme problème parce que la dynastie des Han a façonné le monde chinois dans un univers culturel relativement proche il y a 2500 ans. L'Inde, de ce point de vue-là, est un pays plutôt récent. Mais pourquoi l'Inde est très importante? Parce qu'on est dans l'océan Indien et qu'elle va disputer à la Chine, qui est, pour ceux qui, comme moi, vont de port en port le long des côtes de l'Afrique de l'Est, hein, le dragon est partout. Et on parle du collier de perles à propos des routes de la soie. C'est pas vraiment un collier de perles sur l'Afrique de l'Est. Il n'y a pas un port, que ce soit Nacala. C'est pour ça que Franz Sabin, qui m'avait invité à venir ici, a eu la gentillesse de me dire oui, bien sûr, c'est une bonne idée d'aller au Mozambique. D'ailleurs, lui aussi y était allé. Il n'y a pas un port au Mozambique où il n'y a pas une masse d'entrepreneurs, d'entreprises, d'institutions chinoises présentes. Alors, croyez pas que l'Inde va se laisser faire. De nécessité, faisons vertu. L'Inde est aiguillonnée par cette concurrence du dragon. Et on dit souvent l'Inde, c'est un peu un pachyderme, c'est l'éléphant indien. Non, non, c'est le tigre. Et le tigre a décidé de rugir, de relever le défi. Il vient, il y a une semaine, de refuser de rentrer dans le RCEP, qui était la zone de libre-échange proposée par Pékin à tous ses partenaires d'Asie. Les gens pensent que c'est une erreur. Non, du tout. C'est un geste très très fort que l'on a fait en disant on ne joue pas dans la même cour, vous êtes beaucoup plus fort que moi, je vais pas jouer au poker avec vous. Je vais construire, moi, mon espace. Et ça nous amène évidemment à la question de Mayotte et de la France. Car la France se trouve dans un nouveau monde, dans une position difficile. De nécessité, faisons vertu. Comment je réponds aux défis des grandes puissances, États-Unis, parce que ce n'est pas vraiment un grand copain, Trump, de l'Europe. Comment je réponds aux défis de la Chine, qui construit ces routes de la soie qui encerclent aujourd'hui toute l'Europe. Quand le président Macron va en Chine, comme la semaine dernière,
il n'est plus dans la position aussi confortable qu'il y a 25 ans ou 30 ans lorsqu'on a vraiment renforcé notre partenariat économique. Et donc, vous comprenez bien que l'axe Inde, France, et donc dans l'océan Indien, devient une question géostratégique, géoéconomique majeure. Et c'est ce que j'appelle la renaissance de l'océan Indien. Le mot renaissance est important parce que vous savez tous, pour avoir lu des livres d'histoire, à quel point les Occidentaux, les Européens sont obsédés par la Méditerranée qui était le centre du monde. Non, non, la Méditerranée n'a pas été le centre du monde toute seule. La Chine a été florissante très tôt. Et puis surtout, l'océan Indien a été un lieu d'échange économique majeur dans l'histoire. Et déjà, les Indiens et les Chinois étaient nombreux. Et il y avait une zone de prospérité économique. Le PIB par habitant, le revenu par habitant, dans l'océan Indien, au XIVe siècle, était supérieur, nettement supérieur à celui des Européens. Donc ce qu'on appelle la Renaissance, c'est ce phénomène de retour, et par définition dans des conditions différentes, donc ça va changer, de retour d'une prospérité annoncée. Pourquoi? Dans cette zone-là, de l'océan Indien, un économiste, il est barbant, il a toujours des chiffres. Ben oui, c'est comme ça qu'on travaille aussi. Là. Il y a 4 milliards d'habitants. 4 milliards d'habitants. C'est considérable. En marché, c'est pour ça que l'Afrique y est. Mais, ça m'a frappé au Mozambique de voir, il n'y a pas donc un port, et il n'y a pas dans un port, il n'y a pas 2 ou 3 entrepôts de produits chinois. Les Chinois sont peut-être les premiers à avoir d'ailleurs donné un véritable coup de pied dans la fourmilière africaine, qui est en plein essor, l'Afrique. Ça ne veut pas dire que ça se passe bien toujours partout. Mais enfin, ceux qui regardent toujours les verres à moitié vides sont des pessimistes et il ferait mieux de rester couchés. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un essor impressionnant de l'Afrique dans son ensemble. Et ce n'est pas le taux de croissance qui nous intéresse. Comprenez bien que le taux de croissance, c'est des mesures de quoi? Mais on ne sait pas mesurer. Le produit intérieur brut des pays africains, 90% de l'économie est informelle. Et je ne vous parle pas des produits made in China qui arrivent par les ports sans véritablement d'étiquette. Donc on ne sait pas en réalité quels sont les flux commerciaux réels. J'y arrive en faisant l'addition de tous les ports de la zone, notamment ceux du Moyen-Orient, qui sont des ports de transit, où vont partir ensuite des containers qui seront vendus, comme on dit, un peu partout en Afrique, à la porte du container. Et là, le chiffre est le triple du chiffre officiel. Donc, vous voyez, les réalités statistiques, il faut aller sur le terrain pour les appréhender. Et donc, si les Chinois ouvrent des entrepôts partout, au Mozambique, en Tanzanie, en Éthiopie, au Kenya, c'est qu'il y a un marché. Mais un marché qui ne produit pas, ce n'est pas un marché viable. Et donc, le deuxième élément clé du réveil de l'Afrique et de l'océan Indien, c'est le capital humain. Les gens bossent dès 5 heures le matin. Sinon, ils n'auront pas de revenus. Et le schéma de l'Afrique est très intéressant. C'est un schéma qui, au lieu d'être comme les fourmis chinoises, allez, on s'est mis à bosser. Donc c'est l'offre. On va d'abord bosser, produire, et puis après je vais consommer. Donc la Chine est rentrée dans la phase de consommation. Ils sont de plus en plus paresseux. Vous savez que ça devient de plus en plus difficile de faire venir dans l'océan Indien, donc rive africaine compris, des jeunes Chinois pour travailler dans les boîtes chinoises. C'est de plus en plus difficile. Il en coûte à un restaurant de haut de gamme, bien sûr, mais il en coûte 5 000 € par mois pour faire venir un cuisinier chinois. Les jeunes Chinois, vous savez, ils sont très bien chez eux maintenant. Ils viennent d'avoir la 3e semaine de congé payé. Le niveau de revenu comparé aux Européens est quasiment proche.
Hein, il faut bien avoir ça en tête. Et donc, du côté de l'offre du travail, eh bien, c'est les Africains. C'est tous les gens sur cette rive de l'océan Indien qui bossent et qui produisent de quoi acheter des produits qui les font rêver. Je voudrais terminer sur 2 points. J'ai utilisé l'expression hier, j'espère qu'elle va choquer personne, que la question pour Mayotte me semble être à peu près la suivante. Comment une tête d'épingle, c'est Mayotte, peut tirer son épingle de ce bouleversement économique dans l'océan Indien? Apparemment, c'est facile. Tête d'épingle, je suis petit, l'océan Indien est immense, il suffit de me laisser porter. J'ai un peu l'impression d'un certain nombre de gens. Non, c'est pas simple, parce qu'une tête d'épingle, ça peut aussi être emporté par la vague ou être complètement marginalisé par la vague. Tout le monde peut passer à côté de Mayotte, ce n'est pas un élément indispensable. Et donc, il faut réfléchir à définir une stratégie de positionnement dans cet univers dont ce n'est que le début du changement. Il faut bien prendre conscience que ce n'est que le début d'un bouleversement qui va mettre 40 ans à peu près à se faire et dont on voit à peu près l'ampleur quand on regarde la croissance démographique, parce qu'elle n'a pas que du négatif, sur les 20 à 50 prochaines années. L'océan Indien, dans la rime dont j'ai parlé, c'est 4 milliards d'habitants, et en termes de produit intérieur brut, c'est 3 fois les États-Unis d'Amérique, avec un taux de croissance de 5% par an, parce que l'Afrique a des problèmes, et elle ne va pas, comme la Chine, se mettre à bosser comme des fourmis et nous sortir des 10, 12, 15% de croissance. Mais néanmoins, avec 5% de croissance seulement, vous obtenez 3 fois le produit intérieur brut américain. Mais quelle stratégie? Et pour cela, il faut évidemment réfléchir un tout petit peu au mot stratégie. Je voulais, quelqu'un tient l'heure, donc tu me dis, je voulais, en termes de stratégie, vous proposer un triangle magique qui est enseigné dans les universités de stratégie, mais que je trouve très, très bonne. Premièrement, poser là où les bonnes questions. C'est tout bête, mais on commence comme ça quand on veut dessiner une stratégie. Poser là où les bonnes questions. Pourquoi? Pour susciter la discussion la plus riche possible. C'est pour ça qu'un forum de ce type-là est intéressant. Parce que de question en question, de fil en aiguille, on arrive petit à petit à dessiner, à voir se dessiner une image d'ensemble. C'est d'ailleurs la façon dont beaucoup d'artistes procèdent. Deuxième aspect, non, toujours dans cet aspect-là, ces bonnes questions sont celles qui vont pousser l'innovation. Parce que l'innovation, c'est quoi? C'est trouver des moyens de régler des problèmes ou de répondre à des questions. Et j'aimerais vous faire partager ma définition de l'innovation. Ça n'a rien à voir avec les technologies. L'innovation, c'est faire mieux avec moins. Faire mieux avec moins. Ce qui contraste peut-être aussi avec les pressions dont M. le Préfet a fait allusion tout à l'heure. On veut plus, on veut plus, on veut plus. Changer le logiciel. Je dois faire mieux avec moins. Et donc, les bonnes questions sont celles qui vont permettre petit à petit de dessiner une stratégie de ce type-là. Au lieu de dire « Ah, il faudrait que », c'est « J'innove parce que justement, je dois régler des problèmes et je sais qu'à budget constant, il faut que je fasse mieux avec moins. » Deuxième aspect d'une stratégie, il faut identifier toutes les options possibles. Et donc c'est très important évidemment la question gazière parce qu'elle est au cœur, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Pour Mayotte, il y a l'impact des projets gaziers, l'impact des projets gaziers, l'impact des projets gaziers, point. Ça suffit à faire une vie, ça. Pourquoi on parle de montants d'investissement importants? Oui, on estime, moi c'est le chiffre que j'ai entendu, à peu près 120 milliards de dollars
la masse d'investissement. On ne parle pas du chiffre d'affaires, là. La masse des investissements réalisés seulement au Mozambique sur les 2-3 prochaines décennies. Donc il faut identifier toutes les options possibles, et c'est pas simple, parce que ça peut passer par construction d'un aéroport d'abord, ou bien ceci, ou bien cela. Bon, il y a des tas d'options possibles. Viser le hub touristique, ah oui, ça ne va pas nécessairement avec un hub industriel. Il y a peut-être une incompatibilité. Donc, mettre sur la table toutes les options possibles et retenir celle qui a le meilleur rapport entre l'impact le plus fort, le plus large, et la plus grande simplicité de mise en œuvre. J'insiste là-dessus. Les plans sur la comète, c'est génial. Hier, on parlait de la nécessité ou non de faire venir des consultants pour réfléchir à le plan pour Mayotte. La simplicité, c'est la clé du succès. Donc, on a des options, et dans ces options, on va choisir celle qui a le rapport entre l'impact le plus fort et la plus grande simplicité. Enfin, pour terminer sur les leçons de stratégie dans le triangle, c'est la nécessité de faire le point extrêmement régulièrement sur les avancées et les problèmes. Il faut une task force. Désolé, c'est un mot anglais. Il faut une task force, c'est-à-dire un groupe réduit d'acteurs privés, publics, qui, se saisissant des questions retenues, des options qui ont été mises sur la table, va suivre extrêmement régulièrement les avancées ou les échecs de cette stratégie. Une fois par mois minimum. Et il faut arriver à l'identifier, cette task force. Il faut qu'elle ait un nom, un visage, si possible une femme, car dans l'océan Indien, ce sont très souvent les véritables entrepreneurs. Et pour terminer, cette task force réunit une fois par an le forum, qui est le meilleur, Franz Sabin, bravo, c'est le meilleur cadre pour que chaque année, on fasse le point sur les succès rencontrés par cette stratégie, les problèmes rencontrés et donc les solutions. Et dans ces solutions, il y a évidemment ce qui a été dit, c'est pour ça que je ne l'ai pas repris dans mon exposé oral, ça ne peut être succès que si c'est endogène, porté par le territoire. Les intervenants extérieurs comme nous, éventuellement, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Mais la force endogène est ici. 2, elle est inclusive. Et ça, j'ai pas beaucoup entendu parler de cet aspect-là. Inclusive, parce que s'il n'y a pas une team building de 100% de la population de Mayotte, je dis bien 100%, je sais que ça pose des problèmes à certains. On ne réglera pas la visibilité de cette team. C'est-à-dire 400 000 gagnants à l'horizon des Français 20 prochaines années, la population de Mayotte, 400 000. Inclusive, comment je fais? Eh bien, pour qu'elle soit inclusive, il faut qu'elle soit résiliente. C'est le EIR. Vous savez, on aime bien, nos économistes, donner des acronymes, comme ça on les retient. EIR. R, c'est la résilience. La résilience est à la fois environnementale, c'est devenu un critère clé, pas seulement pour attirer, mais surtout pour résister, car l'océan Indien va être l'océan le plus dangereux sur le plan des accidents climatiques des décennies à venir. Et donc il faut avoir une visibilité de la façon dont on va ici, sans prévenir, sans prémunir. Résilience, c'est la résilience sociale. La résilience sociale, c'est l'emploi. L'emploi veut dire que si dans toute stratégie, on n'a pas bien ciblé le caractère labor intensive, c'est-à-dire l'intensité en travail de tout projet, alors on n'aura pas réussi notre coup. Donner du travail à tout le monde, résister sur l'environnement. Merci à vous.